Bienvenue à tous et à toutes au webinaire Droits devant organisé par le Bureau international des droits des enfants. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous pour ce 14e webinaire de la série. Je m'appelle Sandrine, je suis chargée d'appui aux communications au sein de l'IBCR au bureau siège à Montréal. Si vous êtes nouveau parmi nous, pour information, nos webinaires réunissent des volontaires et partenaires pour partager leur expérience concrète et leurs témoignages inspirants, pour ainsi mettre en valeur le travail essentiel réalisé dans le cadre du programme de coopération volontaire de l'IBCR et dans l'ultime but d'améliorer le bien-être et le respect des droits des enfants à travers le monde. Si vous ne connaissez pas l'IBCR, donc l'acronyme du Bureau international des droits des enfants, est une organisation spécialiste en droits de l'enfant et qui a pour mandat de renforcer la capacité des acteurs des systèmes de protection et de justice de traduire les droits des enfants en décisions, en actions concrètes et en collaboration quotidienne. Notre travail se reflète auprès des pratiques des acteurs des systèmes de justice et de protection, dans la place des enfants en tant que sujet de droit au sein de ces systèmes et dans les choix et priorités sociétales et législatives. Concernant le programme de coopération volontaire, c'est un programme qui s'étend sur une durée de 8 ans et qui a commencé en 2020, ayant pour objectif d'améliorer le bien-être et de garantir les droits des enfants les plus vulnérables. Nous travaillons dans 11 pays avec plus de 30 partenaires locaux répartis sur 3 régions et ces partenaires jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre des droits des enfants. Grâce à nos volontaires et à leur expertise unique, ces derniers contribuent à renforcer les capacités et à soutenir les initiatives sur le terrain dans différents domaines, que ce soit en gestion de projet, en communication ou en suivi, évaluation et apprentissage. Pour plus d'informations sur le PCV, je vous invite à vous connecter sur notre site Web pour connaître tout du programme, mais aussi nos actions, nos opportunités disponibles, ainsi que le billet de blog des coopérants et coopérantes volontaires. Donc, de retour à notre épisode, alors que nous soulignons la Semaine du développement international célébrée la semaine dernière, nous souhaitions mettre en valeur la richesse des parcours des personnes coopérantes qui s'engagent en coopération internationale. Le programme de coopération volontaire, qui est ouvert aux personnes ayant la citoyenneté canadienne ou bien la résidence permanente, permet d'accueillir des volontaires au profil très varié. Depuis le tout début du programme à l'IBCR, plusieurs de nos coopérantes et coopérants sont issus de diaspora et réalisent un mandat dans une région ou un pays dans lequel ils entretiennent un lien culturel ou même dont ils possèdent la citoyenneté. Ce webinaire est donc l'occasion de mettre en lumière la contribution particulière des personnes coopérantes issues des diasporas ou binationales dans le cadre du programme et d'explorer la manière dont leur bagage culturel ou leur identité binationale influence et enrichit leur mandat, afin de favoriser l'émergence de nouvelles dynamiques de développement. C'est donc dans cette perspective que nous recevons aujourd'hui 3 coopérantes actuellement en mandat qui sont déployées dans leur pays d'origine. Donc, tout d'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Aïda, conseillère volontaire en gestion de projets et mobilisation des ressources en Côte d'Ivoire, auprès de notre partenaire, le Conseil national des droits de l'homme. Bonjour. Bonjour. Ensuite, nous avons Juliana, colombo-canadienne, qui est conseillère volontaire en communication en Colombie auprès de notre partenaire Laopan. Bonjour, Juliana. Bonjour Sandrine, merci. Et enfin, nous avons Tiana, qui agit à titre de conseillère volontaire en gestion organisationnelle auprès de plusieurs de nos partenaires à Madagascar. Bonjour Sandrine, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, bonjour, bienvenue à vous 3, puis merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc, pour commencer ce webinaire, je vous invite en fait à vous présenter en quelques mots, à nous parler de votre lien avec le pays dans lequel vous êtes déployé, de votre mandat, de votre parcours professionnel et d'expliquer en quoi, en fait, qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans un mandat de coopération internationale. Donc, pour cette première question, nous allons débuter avec Aïda. D'accord. Donc, bonjour à tous et merci encore Sandrine.
Donc, je me présente, Bamba Aïda. Donc, je suis de nationalité ivoirienne et je suis actuellement conseillère en gestion de projets et mobilisation de ressources au Conseil national des droits de l'homme, CNDH en Côte d'Ivoire, dans le cadre d'un mandat de coopération internationale. Donc, mon parcours professionnel centré sur la gestion de projets, le développement organisationnel et l'appui aux institutions publiques m'a progressivement orienté vers la coopération internationale. Donc, mon engagement s'est construit autour d'une volonté de contribuer au renforcement des capacités institutionnelles, à la promotion des droits humains et au développement durable dans mon pays. Donc, évoluer au sein d'un environnement de collaboration entre acteurs nationaux et partenaires internationaux me permet de mettre mon expertise au service de l'intérêt général, tout en favorisant le partage de bonnes pratiques et l'apprentissage mutuel. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Aïda. Je vais passer la parole à Juliana. Bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Juliana Castañeda. Je suis sociologue et communicatrice. Maintenant, je suis bénévole volontaire en communication en Colombie. Et ce que je peux dire, est que je suis allée au Canada pour étudier la sociologie. J'ai commencé à travailler comme communicatrice, mais j'ai toujours le désir de revenir dans mon pays pour travailler parce qu'ici en Colombie, il y a beaucoup de défis, de situations complexes au niveau social et j'ai toujours le désir d'aider ou d'essayer à contribuer pour améliorer ces besoins. Alors, c'est pour ça que je choisis de m'impliquer avec l'IBCR et de faire un mandat ici dans mon pays d'origine. Merci beaucoup, Juliana. Et enfin, Tiana. Oui, rebonjour. Alors, je m'appelle Tiana. Je suis coopérante volontaire auprès d'IBCR. Je suis déployée à Madagascar, mon pays d'origine, depuis le mois de juin 2025. Alors, j'ai un mandat de 12 mois. Dans le cadre de ce mandat, j'accompagne la plateforme de la société civile pour l'enfance au niveau gestion organisationnelle et j'appuie le laboratoire social qui réunit les 3 partenaires d'IBCR à Madagascar. Alors, au cours de ma vie professionnelle, j'ai eu l'occasion d'occuper différents postes en gestion. J'ai fait aussi de l'entrepreneuriat, j'ai bourlingué pas mal. Et je suis arrivée dans un tournant de ma vie où je me dis, j'ai envie de confronter mes expériences, aussi d'apporter, de contribuer, de partager ce que j'ai acquis et également d'acquérir de nouvelles expériences à l'international. Mais merci beaucoup à vous trois. Donc, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec notre prochaine question. Donc, en fait, j'aimerais poser la question à Aïda en premier. Donc, Aïda, tu n'en es pas à ta première expérience dans le milieu du développement international, de la coopération volontaire. Tu as déjà travaillé auprès de d'autres organisations du domaine. Donc, j'aimerais savoir, avant d'entamer ton mandat avec l'IBCA, comment percevais-tu la coopération volontaire? D'accord. Merci Sandrine pour la question. Donc, avant d'entamer mon mandat avec le Bureau international des droits des enfants, je percevais la coopération volontaire comme une forme d'appui ponctuel venant de l'extérieur, c'est-à-dire principalement axé sur le partage d'expertise technique. Voilà, je voyais surtout une mission d'assistance où un expert vient transmettre des connaissances ou combler un besoin spécifique. Mais avec le temps et l'expérience du terrain, donc ma perception a évolué. Je comprends maintenant que la coopération volontaire comme un véritable partenariat d'échange et de co-construction. Donc, il ne s'agit pas seulement d'apporter une expertise, mais de travailler main dans la main avec les institutions locales, de renforcer durablement leurs capacités et de valoriser les compétences qui sont déjà existantes. Donc, cette vision plus collaborative et, je dirais, immersive met l'accent sur l'impact à long terme, l'adaptation au contexte local et l'apprentissage mutuel entre partenaires nationaux et internationaux. Et bon, contrairement à Aïda,
Juliana et Tiana, vous, c'est un peu votre premier contact avec la coopération volontaire, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez un peu nous en glisser un mot sur, en fait, sur la manière dont vous avez perçu la coopération volontaire avant même de vous engager? Alors, oui, merci. J'ai toujours considéré le volontariat déjà en général comme un engagement citoyen. Et j'ai déjà fait du volontariat dans d'autres domaines. Et la coopération à l'international comme une expérience en fait permettant de développer ses habiletés, d'apprendre une nouvelle langue, de découvrir de nouvelles cultures et aussi d'acquérir aussi de nouvelles compétences qu'on peut peut-être faire valoir au niveau professionnel. Alors, je dois être très honnête. Avant de commencer ce mandat, je ne connais rien. Je n'avais aucune idée de la coopération internationale. Je ne connais aucune personne qu'à avoir cette expérience. Et c'est un milieu nouveau pour moi, alors je n'avais aucune préconception. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que mon ami était en train de commencer son mandat. Et il m'a parlé de le processus de l'IBCR, de l'expérience qu'il va commencer. Et je me disais, peut-être ça, c'est quelque chose que je pourrais essayer, on verra. Et c'est comme ça, mais je ne connais aucune chose de coopération internationale avant ça. Super. Puis en fait, tu avances un peu sur ma prochaine question, euh, à savoir en fait, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce mandat précis dans votre pays d'origine, mais aussi bon, le type de mandat que vous réalisez et comment en fait vos liens avec votre pays a pesé dans cette décision-là. Donc, on peut peut-être poursuivre avec Juliana. Pour moi, comme je dis avant, j'ai quitté la Colombie quand j'avais 17 ans et j'ai commencé à étudier au Canada. J'ai découvert ces pays, ces institutions, la manière dans laquelle le Canada fonctionne, que c'est très différent que la Colombie. Alors, je pensais, mais c'est un désir que j'avais eu dès que j'étais un enfant. L'idée d'aider à mon pays, spécialement dans l'éducation, c'est toujours mon rêve de venir en Colombie et travailler pour l'éducation des enfants. Et alors, quand mon ami m'a dit de l'IBCR et de le programme de PCV, je me dis, ça semble comme une bonne idée, comme une bonne alternative pour moi parce qu'il me permet d'aider, d'essayer d'aider dans ma façon pour contribuer à ces problèmes que malheureusement on a toujours en Colombie. Et en même temps de donner mes capacités comme sociologue et comme communicatrice. Alors, ça semble comme une bonne idée pour moi et je voudrais essayer quelque chose de nouvel dans ma vie, dans ces moments. Ouais, ça fait des nouvelles expériences. Oui. Pour toi, Tiana, c'est quoi qui t'a motivé en fait à t'impliquer? Oui, alors d'entrée de jeu, je peux dire que ce mandat s'insère parfaitement dans mon projet global, un peu comme Juliana, hein. Quand j'étais petite, où je galérais pour pouvoir aller à l'école, où tout n'était pas facile, où je voulais absolument étudier, alors l'école primaire, secondaire, le lycée, l'université, je m'étais promise que si un jour euh, je finis mes études, que j'ai un peu d'expérience, je retournerai dans mon pays pour donner, en fait, contribuer d'une façon ou d'une autre, puis apporter ce que j'ai acquis, ce que j'ai aussi appris à mon pays pour que, à son tour, qu'on puisse en fait contribuer à l'amélioration des droits de l'enfant, la promotion et la protection des droits de l'enfant. Et du coup, le mandat, j'ai commencé déjà à chercher des idées, des projets, comment je peux faire pour contribuer, à apporter ma contribution à mon pays quand je suis tombée sur l'offre de mandat d'IBCR. Alors, en plus, le mandat consiste, en fait, coïncide parfaitement dans mon champ de compétences. Alors c'était le signe que c'était le moment de se lancer et c'est une belle opportunité que la décision j'ai prise immédiatement. Super. Et enfin, Aïda.
Donc, comme Juliana et Tiana, je dirais que c'est depuis aussi, on peut dire, l'enfance. Donc, moi, depuis l'université, depuis l'UQAM, j'avais fait une concentration en gestion internationale et même pour mon master à l'École nationale d'administration publique également, j'avais fait une concentration en gestion internationale parce que j'ai toujours su que je voulais travailler à l'international. Et il y avait un autre volet aussi qui m'a motivé pour le choix de mandat en coopération internationale, c'est que je crois beaucoup en la vocation d'aider, c'est-à-dire l'aide, pouvoir apporter une contribution, pouvoir aussi partager et apprendre d'autres cultures. Donc ça aussi, c'est un élément déterminant pour le choix justement du volontariat international. Mais je dirais aussi que le type de mandat correspondait parfaitement à mon cœur aussi de métier, c'est-à-dire l'appui en gestion de projet et en mobilisation de ressources au sein d'une institution nationale des droits humains. Donc, pour moi, c'était travailler au renforcement institutionnel et à l'amélioration des pratiques internes, étant en cohérence vraiment avec mon parcours professionnel et mes aspirations, si je peux dire pour conclure. Merci beaucoup à vous trois. Concernant la prochaine question, vous le mentionnez dès le début, vous êtes chacune déployée dans votre pays d'origine, où que vous avez grandi, vous avez la citoyenneté. En quoi le fait d'avoir une connaissance du contexte culturel du pays dans lequel vous réalisez votre mandat constitue un atout pour créer un climat de confiance avec les partenaires ou sinon dans la réalisation d'un projet dans le cadre de votre mandat? On pourrait peut-être commencer cette fois-ci avec Juliana. Au-delà de ce qui est plus évident comme la langue et la culture, pour moi, dans mon cas, je travaille avec les OPAN, que c'est le Bureau de pastoral de l'enfance et la famille. Et entre le PAN et moi, il y a eu une coïncidence très significative, et c'est la religion catholique. Alors, le PAN est une ONG qui est issue de la congrégation des religieuses tertiaires capucins et une grande partie de son travail, de son identité, de son environnement professionnel est liée au catholicisme. Et pour peut-être une autre personne coopérante, une autre personne qui commence à travailler avec eux, cela pourrait être un défi, c'est pourrait être une difficulté d'adaptation. Mais pour moi, au contraire, cela a été un point de connexion très, très, très fort parce que, oui, nous partageons des valeurs communes, comme les enfants, comme le point de, de travailler pour les enfants, mais aussi, je pense que l'essence de la mission et l'engagement des personnes qui croient en Dieu et qui essayent de vivre en cohérence avec ces valeurs, c'était quelque chose qui me permettait de me sentir très, très bien en travaillant avec eux. Et je pense que pour les travailleurs aussi et pour les directeurs et pour tout le monde là, c'est aussi un plus. C'est que c'est aussi mon religion et mes convictions, mes valeurs. On peut poursuivre avec Aida. Donc, moi, je dirais que le fait de bien connaître le contexte culturel ivoirien a été un atout majeur pour instaurer un climat de confiance entre, avec les partenaires. Donc, cela m'a permis aussi d'adopter les codes de communication appropriés, de respecter aussi les usages institutionnels et sociaux, parce que je rappelle que je travaille au Conseil national des droits de l'homme, qui est une institution étatique. Donc, de faciliter aussi le dialogue entre les différents acteurs impliqués. Donc, si je veux prendre par exemple un exemple, lors de l'animation d'un atelier de diagnostic avec les présidents des commissions régionales, donc j'ai pu adapter ma posture et ma manière de conduire les échanges en tenant compte des réalités locales. J'ai surtout privilégié une approche participative fondée sur l'écoute, le respect de la hiérarchie, qui est très important, et la valorisation de l'expérience de chacun. Donc, le fait de m'exprimer à partir de références culturelles communes et d'avoir une compréhension fine des enjeux locaux a rassuré les participants et favorisé une prise de parole plus libre. Donc, je dirais que les échanges ont pu se faire de façon fluide et concrètement, ce climat de confiance a permis d'obtenir des informations plus précises et plus sincères sur les difficultés rencontrées sur le terrain. Donc, les échanges ont abouti à la production justement d'un rapport détaillé d'analyse diagnostique des commissions régionales. Et ce document constitue une base de travail essentielle
et servira de fondement à l'élaboration d'un plan stratégique de l'institution en s'appuyant sur des données concrètes, des besoins exprimés par les acteurs de terrain et des recommandations qui sont co-construites entre les parties prenantes. Donc, en résumé, je pourrais dire que la proximité culturelle a réduit les barrières formelles, renforcé le sentiment de collaboration et amélioré la qualité des résultats produits et les partenaires se sentant compris, respectés et pleinement associés au processus. Merci. Merci à toi. Et pour finir avec Tiana. Oui, merci Sandrine. Alors, moi, je pense, comme Aïda a dit et Juliana aussi, c'est que le fait d'avoir une connaissance du contexte culturel du pays dans lequel on est déployé aide beaucoup dans la réalisation du mandat parce que ça permet d'anticiper, de contourner des fois des éventuels obstacles. Ça permet aussi d'anticiper la réaction des gens. Ça permet également d'adapter même sa propre vision des choses. Et quand on vient avec ça, quand soi-même on se remet en question, ça permet de gagner la confiance des partenaires et aussi de montrer qu'on ne vient pas avec ses gros sabots, c'est qu'on est là, on est à l'écoute, puis le fait de sortir, les gens comprennent qu'on a intégré certains contextes culturels, ben, ça permet de faciliter la communication, les relations. Alors, un exemple concret, peut-être deux exemples que je vais citer sur Madagascar, c'est que à Madagascar, la notion du temps est assez élastique. Alors, quand on organise une activité, ben, on essaye de prévoir une certaine marge, en fait, de temps quand on organise une activité pour justement ne pas perdre du temps et puis intégrer que les gens, des fois, la notion du temps est assez élastique, puis ne pas ça permet de s'adapter un petit peu aussi au contexte actuel, au contexte culturel local. Puis l'autre chose, c'est qu'à Madagascar, un exemple que je donne pour mieux illustrer ce que je dis, c'est qu'à Madagascar, on ne dit pas non directement. C'est qu'un oui peut cacher un non. Comme on dit quelque part qu'un train peut en cacher un autre, ça permet de valider quand on mène une activité, ça permet de valider ses propos, que c'est bien intégré, que les gens adhèrent bien à ce qu'on propose. Et, oui, je peux dire que ça aide énormément dans la réalisation du mandat. Mais c'est pas indispensable non plus parce qu'on vient aussi en tant que coopérant pour apprendre, puis voilà, pour apprendre. Et puis, même si on n'est pas originaire, en fait, du pays dans lequel on est déployé, on peut aussi se renseigner avant de venir en mandat sur le contexte culturel du pays. Oui, effectivement. Puis justement, je vais faire le lien avec votre mandat. Puis je vais poursuivre avec toi, Tiana, justement. Comment vous avez contribué, dans le fond, à renforcer les capacités de l'organisation, ben, des organisations, dans ton cas, partenaires avec lesquelles tu travailles? Puis, à ton avis, quelles sont les retombées positives de ton appui aux partenaires? Mais aussi, autant du partenaire, mais je dirais aussi sur toi-même, c'est comme tu le dis, c'est un processus d'apprentissage vraiment commun entre les deux. Exactement. C'est qu'on fonctionne en fait en mode de coopération, hein. C'est que moi, je fonctionne en mode de coopération, d'échange d'expertise, échange d'expérience et qu'on ne vient pas avec ses gros sabots pour dire aux partenaires quoi faire, comment on fait les choses. C'est que je viens avec mes expériences et puis aussi avec les leurs. Je les accompagne dans la réflexion et puis dans la remise en question des façons de faire et aussi à les aider peut-être quelque part à nommer aussi les besoins dans lesquels je pourrais éventuellement intervenir ou contribuer. Et le fait d'avoir un regard extérieur et de venir avec d'autres façons de faire, ça permet, en fait, c'est enrichissant pour les deux côtés, aussi bien pour le coopérant que pour le partenaire. Et puis aussi, le fait d'appuyer le partenaire au niveau gestion organisationnelle, par exemple, ça leur permet de questionner leur façon de faire, d'améliorer peut-être les processus et les retombées en bout de ligne, ça permet aux partenaires aussi de mettre leurs efforts de continuer leurs efforts dans la promotion des droits de l'enfant.
Et je pense que c'est le but ultime, puis c'est aussi l'objectif principal, selon moi, de la coopération et puis de les choses tangibles qu'on laisse, en fait, après notre départ, notre fin de mandat. Super. Et bon, je vais poser la même question à Aida. Comme Tiana l'a dit, la coopération, c'est vraiment un échange. Donc, c'est vrai qu'on apporte aussi de l'expertise, mais on apprend énormément aussi du partenaire. Donc, moi, dans mon cas, je dirais que j'ai contribué, par exemple, au renforcement des capacités de l'organisation partenaire en développant une série d'outils pratiques destinés à rendre plus autonome dans la conduite de ces missions. Donc, il s'agissait notamment d'un guide de rédaction de projet que j'ai eu à élaborer, d'un guide pour l'élaboration du plan de travail annuel, aussi d'un manuel pour concevoir et administrer une enquête en ligne, ainsi qu'un diagnostic organisationnel de l'institution et de ses commissions régionales. Donc, pour poursuivre, je pourrais dire aussi que j'ai également mené une enquête sur la liberté d'expression et apporté un appui direct à la rédaction du plan stratégique du Conseil national des droits de l'homme. À ces travaux s'ajoute une proposition structurante de création d'une cellule de gestion de projet de mobilisation de ressources, parce que moi je suis en gestion de projet mobilisation de ressources, visant à centraliser l'information, structurer le processus interne et améliorer la coordination des initiatives de projets de recherche de financement. Donc l'ensemble de ces outils et propositions offrent désormais des méthodes claires, reproductibles et adaptées au contexte local. Ils permettent aux équipes de planifier, suivre, évaluer, documenter leurs actions de manière plus efficace, tout en réduisant la dépendance à un appui externe. Merci. Et enfin, Juliana. Alors, dans mon cas, la première moitié de mon mandat était principalement axée sur l'appui technique en communication, comme la création et structuration des réseaux sociaux, l'amélioration du site web et prise de photos et de vidéos pour l'usage institutionnel des partenaires, entre autres. Mais aujourd'hui, c'est la deuxième partie de mon mandat et nous avons commencé une phase exploratoire très enrichissante. Alors, la photo que vous pouvez voir là, c'est de notre première rencontre. Nous nous réunissons avec plusieurs membres de l'organisation pour analyser ensemble ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins en matière de communication interne et externe, et pour identifier ce qui peut être amélioré en bénéfice de l'ONG. Et je pense que cette approche plus participative renforce non seulement les capacités du partenaire de l'OPAN dans ce cas, mais aussi la pertinence et la durabilité surtout du travail réalisé. Donc, en fait, on voit vraiment à travers chacun de vos témoignages la diversité de ce qui est possible de faire à titre de mandat, mais aussi même que votre mandat implique plusieurs tâches différentes. Euh, Concernant la prochaine question, en fait, justement, quand on parle, puis vous en avez un peu parlé, en fait, au fil des questions, mais quand on parle du rôle des diasporas dans la coopération volontaire, ou même le fait d'aller faire un mandat dans son propre pays, on peut y voir, en fait, peut-être un avantage, que ça fait peut-être plus à la connexion avec le partenaire, un peu comme Juliana le mentionnait plus tôt. Mais dans le fond, est-ce que vous considérez qu'en tant que personne coopérante ou binationale, vous avez rencontré des enjeux particuliers lors de la réalisation de votre mandat? Puis si oui, est-ce que vous avez eu à vous adapter ou comment avez-vous eu à répondre à ces enjeux? On peut peut-être commencer avec Juliana, justement. Personnellement, je n'ai rencontré que des aspects positifs liés au fait d'être binational et je n'ai pas vécu de défis ou de difficultés à ce sujet. Au contraire, je pense que cette identité a facilité la communication, la compréhension mutuelle et la création des liens de confiance avec les équipes locales. Alors, pour moi, tout a bien passé. Super, on est heureux d'apprendre ça. Je crois que pour Tiana et Aida, bon, il y a eu quelques éléments aussi que peut-être un défi ou des difficultés, je saurais dire. Peut-être Tiana, si tu veux t'avancer sur ce point.
Oui, alors je rejoins Juliana pour dire que c'est une expérience merveilleuse, une aventure merveilleuse. Alors, comme dans toute vie, hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est que quand on s'engage en coopération, ben, ça fait partie du lot, mais il y a beaucoup plus de belles expériences que de défis en tant que tels pour les coopérants binationaux comme moi. Et c'est sûr que en tant que personne coopérante binationale, c'est que donc issu du pays où on est déployé, les partenaires, en fait, les gens sur place s'attendent toujours à ce qu'on pense exactement comme eux, à ce qu'on réfléchisse exactement comme eux, qu'on agisse exactement comme eux. Et comme on est né dans le pays où on est déployé, mais on a évolué, on a cheminé dans un autre pays avec d'autres cultures, vraiment des valeurs des fois très différentes. Alors forcément, c'est on a changé, entre guillemets. Alors quand on arrive, ça apporte son paquet de défis, mais aussi ça vient nous enrichir parce que on a quitté le pays avec une image du pays, puis on revient et ça a changé, mais nous aussi on a changé. Puis nous, ça nous permet aussi de remettre la pendule à l'heure, hein, sur certaines choses, sur certaines valeurs. Puis aussi, en tant que coopérant, de venir, en fait, c'est qu'on s'adapte, oui, parce qu'il faut intégrer ces différences-là. Sinon, on irait dans le mur. C'est pas parce qu'on vient de l'étranger, puis on vient, puis voilà, ou c'est moi qui ai les bonnes façons de faire. Mais quand on arrive, c'est qu'on intègre tout ça pour ne pas aller droit dans le mur, mais en même temps, selon moi, en tant que coopérant, c'est que on a aussi le rôle d'inspirer, en tant que coopérante binationale, d'inspirer. Je prends ce qui est bien de ce que j'ai acquis ailleurs comme valeur, comme façon de faire, puis que je leur propose aussi, je leur suggère une façon de faire. Puis je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un échange, la coopération. Et c'est des défis, oui, parce que je peux pas dire que c'était tout lisse, mais c'est ce qui motive, c'est l'essence même de la coopération, selon moi. Et c'est une belle expérience. Oui, donc encore une fois, on en revient un peu à l'idée de ce partage-là de vision et de compétences entre les partenaires locaux et vous en tant que volontaire, mais aussi qui reviennent dans leur propre pays. Pour Aïda, Donc, moi, je rejoins exactement ce que Juliana et Tiana mentionnaient tout à l'heure. C'est que c'est vraiment une belle expérience. C'est une belle expérience qu'on vit. Et je dirais qu'on vit plus de belles aventures que de défis. Mais moi, le principal défi, en fait, a été de trouver le juste équilibre, justement, entre les deux univers. C'est-à-dire, en tant que coopérante évoluant avec entre des référentiels locaux et internationaux, j'ai parfois été confrontée à certains enjeux justement liés à cette double posture. Donc, d'un côté, ma proximité culturelle avec le contexte ivoirien facilitait la compréhension des réalités du terrain et des relations de travail. Mais de l'autre côté, mon mandat impliquait l'introduction d'outils, de méthodes et d'exigences qui étaient parfois inspirés de standards internationaux, donc qui pouvaient être perçus comme nouveaux ou exigeants. Donc, le principal défi, comme j'ai mentionné tout à l'heure, était de trouver un juste équilibre entre les deux univers, donc de proposer des approches structurées et rigoureuses sans donner l'impression d'imposer un modèle extérieur, déconnecté des pratiques locales. Donc, j'ai dû m'adapter en traduisant les concepts techniques en outils simples, concrets et directement applicables, en utilisant un langage accessible et des exemples tirés sur le contexte national. J'ai également accordé une grande importance à la co-construction, c'est-à-dire plutôt qu'arriver avec des solutions toutes faites, j'ai privilégié des ateliers participatifs, des phases tests d'ajustement des outils avec les équipes. Donc, cette démarche a permis aussi de lever certaines résistances, de favoriser l'appropriation progressive des méthodes proposées et de transformer ce qui aurait pu être perçu comme une contrainte en opportunité d'amélioration collective. Donc, c'est ce que je peux rajouter. merci beaucoup à vous trois. Donc là, ça fait en fait plusieurs mois que vous êtes déjà déployés dans dans votre pays, que ce soit en Colombie, en Côte d'Ivoire ou à Madagascar. Euh,
Donc, si on en revient sur un peu l'idée de la coopération volontaire, est-ce qu'il y a des idées reçues que votre expérience vient ou est venue nuancer, déconstruire? Avez-vous des aspects de la coopération internationale que vous ne soupçonniez pas avant? On pourrait peut-être commencer cette fois-ci avec Aïda. Donc, je dirais que dans mon cas, mon expérience a permis de déconstruire l'idée selon laquelle la coopération volontaire vraiment serait une intervention à sens unique, où une personne experte viendrait simplement transmettre son savoir à une organisation locale. Donc, sur le terrain, moi, j'ai plutôt découvert un processus d'apprentissage mutuel où chaque partie apporte une connaissance complémentaire. Donc, l'une plus méthodologique ou technique et puis l'autre plus contextuelle et opérationnelle. Donc, j'avais également l'idée d'un mandat de coopération, l'idée que l'impact d'un mandat de coopération se mesurait surtout à travers les résultats visibles à court terme. Or, j'ai compris que les effets les plus durables sont souvent moins immédiats. Donc, ils se trouvent dans les changements de pratiques, dans l'appropriation d'outils par les équipes, dans l'amélioration progressive de l'organisation interne et le renforcement de l'autonomie institutionnelle. Donc, j'ai aussi découvert que la coopération internationale repose beaucoup sur la relation humaine, la confiance et la capacité d'adaptation. Donc, les outils et les méthodes sont importants, mais sans écoute, sans patience et co-construction, ils restent très théoriques. Donc, à l'inverse, lorsque les solutions sont développées avec les acteurs locaux, elles deviennent réellement utiles et pérennes. Donc, je peux dire que cette expérience a nuancé l'idée que la coopération se limite à un appui technique. Elle agit comme un catalyseur de dialogue interne, de réflexion stratégique et de mise en réseau entre acteurs. Donc, j'ai ainsi réalisé que la coopération volontaire ne consiste pas seulement à faire pour, mais surtout à faire avec, afin de laisser derrière soi des capacités renforcées plutôt que des dépendances. Merci. Merci beaucoup. Tiana? Oui, alors moi, je peux dire que mon expérience actuelle avec IPCR comme coopérante volontaire à Madagascar vient valider vraiment ce que j'ai toujours pensé de la coopération internationale. C'est exactement cette notion, j'ai toujours eu ça dans la tête d'échange de données et puis de recevoir aussi. Cela dit, pour être honnête, je ne pensais pas que ça pouvait drainer autant d'énergie. Avant, je pensais qu'en tant qu'opérante, on prend ça cool. Mais ça peut drainer beaucoup d'énergie. Mais quand vous voyez les résultats des efforts, des apports, si minimes soient-ils, auprès du partenaire, que ça les aide à cheminer, ça les aide à se concentrer en fait sur les efforts pour la promotion et l'amélioration des droits de l'enfant dans le pays. Encore une fois, ces apports-là, même si c'est peut-être on peut faire beaucoup de choses, mais le peu qu'on apporte, c'est énorme, même si ça draine de l'énergie, ça fait tout oublier, puis tout ce qu'on reçoit en retour, en fait, c'est énorme comme expérience personnelle. Moi, je dirais ça, et puis ça vaut la peine de s'investir. Super. Et enfin, Juliana? Oui, je suis d'accord avec mes collègues. Dans mon expérience, m'a permis de comprendre que la coopération internationale dépend énormément de la qualité de la communication avec les partenaires. Je pense que les valeurs de la communication et de l'empathie est absolument centrale pour créer des relations solides basées sur la confiance. Et il doit être des relations qui permettent de construire des projets ou des outils qui perdurent dans le temps, et même après la fin du mandat. Alors, je pense ce que je me suis rendu compte c'est que la coopération n'est pas donc en question de compétences techniques seulement. Et je pense que avant tout, c'est une aventure humaine, relationnelle, on peut dire. Merci beaucoup à tous. Donc, on arrive un peu à la dernière question du webinaire. Donc, pour conclure, j'aimerais savoir quels sont les conseils que vous donneriez à une personne qui souhaite s'engager dans un mandat de coopération, une personne qu'elle soit autant issue
de la diaspora, qu'elles proviennent qu'elle ait la double nationalité ou même qu'elle soit simplement canadienne, puisque je le rappelle, le programme de coopération volontaire de l'UBCR est aussi est offert à toutes les diversités de personnes ayant ayant la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente. Donc, on peut commencer avec Juliana. Je dirais, vas-y, venir avec des compétences, bien sûr, mais surtout avec l'envie d'apprendre, d'écouter, de se remettre en question. Et pour moi, le conseil le plus important, c'est de comprendre que la coopération est un espace de rencontre et de co-création. Aïda? Moi, je conseillerais d'abord de venir avec un esprit d'écoute et d'humilité. Donc, un mandat de coopération n'est pas un espace vraiment pour imposer des solutions toutes faites, mais pour comprendre vraiment un contexte, valoriser les compétences existantes et construire avec les acteurs locaux. Donc, plus on prend le temps d'observer et de dialoguer, plus l'appui apporté sera pertinent et durable. Donc, il est vraiment important d'être flexible, patient. Les rythmes institutionnels, les priorités, souvent les contraintes locales peuvent être différents de ce que l'on connaît. Donc, savoir s'adapter, ajuster ses méthodes et avancer par étapes permet d'obtenir une meilleure appropriation des outils et des changements proposés. Je recommanderais aussi de privilégier le transfert de compétences plutôt que la simple production de livrables. Donc, un bon mandat est celui qui laisse derrière lui des méthodes claires, des outils utilisables et des personnes capables de continuer le travail de manière autonome. Et enfin, je dirais qu'il faut considérer ce type d'engagement comme un apprentissage réciproque. Donc, on apporte une expertise, mais on reçoit tout autant en retour, en fait. Donc, une compréhension plus fine des réalités locales, de nouvelles façons de travailler et une ouverture interculturelle précieuse. Donc, en résumé, réussir un mandat de coopération, c'est savoir travailler avec les autres dans le respect, la co-construction et la recherche d'un impact durable. Merci. Oui, j'aurais juste envie de dire, en fait, de ne pas hésiter, car c'est une belle expérience, aussi bien pour les jeunes que les moins jeunes. La coopération internationale, c'est une façon de retourner, de revenir vers la base, en fait, de pourquoi on est sur Terre. Selon moi, c'est une belle occasion de partager. Et partager, ça donne beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et le fait de partager avec les autres, ça donne aussi un sens dans notre existence. Et puis, le fait de venir en coopération, ça nous permet aussi de nous questionner sur nous-mêmes, de mieux nous connaître. On se remet en question. Et puis, je reviens toujours sur la notion de partage. Dans notre monde actuel, on a besoin. Et puis, pour promouvoir les droits de l'enfant, on a besoin de coopérants. Vous avez votre place dans la coopération. Peut-être le seul conseil que je me permets de donner, c'est que avant de se lancer, de quand même de bien s'informer, de choisir aussi une organisation sérieuse comme IPCR avant de se lancer, pour se lancer, parce qu'il faut quand même un bon encadrement pour bien vivre l'expérience. Alors, si la cause des enfants vous parle, si vous voulez faire des droits de l'enfant une réalité, alors joignez-vous à nous. Merci. Merci beaucoup, Tiana, pour ces mots de fin, puis aussi à Aida et Juliana. Je pense que vous avez fait un très beau partage d'expérience, puis si ça peut encourager les gens aussi à s'impliquer en coopération volontaire, c'est merveilleux. Donc, un grand merci à vous trois pour cet échange. C'est maintenant le moment d'aborder les questions de nos auditeurs. Je crois qu'on en a reçu quelques-unes. Donc, je vais commencer avec une première qui provient de Fallon. Donc, Fallon nous demandait en fait comment se faisait l'appui aux partenaires dans un pays donné. Je crois en fait que la question consistait à demander, dans le fond, sur les différentes manières dont vous appuyez le partenaire dans certains cas. On en a un peu parlé dans une précédente question sur les livrables que vous réalisiez ou sur la manière dont vous apportez votre support aux partenaires. Donc, peut-être juste un petit rappel sur ce point-là.
on peut peut-être y aller. Je vais poser, je pense qu'on a assez de questions pour une chacune, fait que je peux commencer cette question-là avec peut-être avec Juliana. Hmm, alors, ça dépend qu'est-ce que tu penses en relation à concrètement sur toi de l'enfant parce que surtout ce qu'on doit faire c'est renforcer les capacités du partenaire. Alors dans mon cas, je ne suis pas avocat ou travailleur social, je suis communicatrice, sociologue aussi, mais surtout communicatrice. Alors ce que je fais c'est de essayer de montrer et de enseigner comme pourquoi sont importantes les communications, pourquoi les OPAN, que c'est l'ONG avec laquelle je travaille, doit faire un effort pour avoir une communication externe forte et comment ça va se traduire en meilleure protection pour les enfants, meilleurs bénéfices pour les enfants qui aident. Alors, ça c'est mon cas comme communicatrice. Donc, notre prochaine question, elle consiste en fait à savoir comment vous jugulez donc, votre mandat de coopération internationale à votre profession. Peut-être un peu de parler bon, sur la manière de, peut-être quel est le lien entre votre mandat et votre profession normalement, ou peut-être la manière dont vous considérez que votre mandat actuel pourra enrichir en fait la suite de votre parcours professionnel. Tiana. Alors, merci pour la question. Oui, alors dans mon cas, c'est que j'ai toujours travaillé dans le domaine de la gestion. J'ai une formation déjà en administration des affaires. J'ai eu l'opportunité d'occuper différents postes en gestion, avec aussi différents défis, différents mandats. Et ces expériences-là, en fait, ces expériences-là me permettent, en fait, dans le cadre de mon mandat, d'appuyer le partenaire. Alors, je répète encore, c'est pas parce que j'ai tant d'années d'expérience que je viens, que j'ai toutes les connaissances, que je viens avec mes gros sabots pour dire, voilà, j'ai tant d'expérience, ce qui fait que je vous montre comment faire les choses. Ça marche pas comme ça dans la coopération, c'est que je viens avec mes expériences, je vais aussi considérer les leurs, puis on échange des façons de faire. Alors, on s'inspire, en fait, le coopérant et le partenaire. Puis c'est l'échange dans les expertises, dans l'expertise, dans les expériences qui fait la coopération quelque chose d'enrichissant. Oui, mon domaine, c'est que j'ai accepté le mandat aussi parce que j'ai mon champ d'expérience, un champ de compétences dans le domaine de la gestion organisationnelle. Et voilà. Et je répète toujours, c'est ce partage d'expérience, c'est qu'on vient jamais en coopération dire, voilà, j'ai tant d'expérience, j'ai eu pas mal de postes en gestion, ce qui fait que j'ai toutes les connaissances. On apprend beaucoup de choses aussi en coopération. Et puis, c'est ça qui fait la richesse, qui fait aussi, en fait, l'intérêt de partir en coopération. Super, merci beaucoup, Tiana. Puis, je vais relancer aussi à la question à Aida pour le mot de fin. D'accord, donc je reprends la même question, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Donc, je soutiens totalement ce que Tiana a mentionné tout à l'heure. Moi, exactement, j'ai également une formation en gestion. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, que ça soit au niveau de la licence ou du master, et je travaille présentement, je suis coopérante en gestion de projets et mobilisation de ressources. Mais exactement comme Tiana l'a mentionné tout à l'heure, la coopération, c'est vraiment un échange. Donc, c'est même si j'ai les compétences, même si j'ai une formation, même si j'ai de l'expérience en gestion, mais j'apprends énormément aussi auprès du Conseil national des droits de l'homme. J'apprends énormément parce que vraiment, j'ai des mentors. Et pour moi, cette expérience-là sera très enrichissante, je dirais, à la fin de mon mandat, puisque bien vrai que je partage mon expertise, mais je dirais que j'apprends autant de l'organisation. Donc, c'est vraiment un échange, un partage, comme Tiana l'a mentionné tout à l'heure, et c'est vraiment une expérience enrichissante. Ça. Super. Ben, en fait, je vous remercie encore à vous trois pour le temps puis pour vos réponses. Donc, on arrive en fait à la fin du webinaire. Je, donc, vraiment, encore une fois, merci en fait pour vos témoignages et vos partages d'informations enrichissants et inspirants.
puis qui, on le souhaite, va avoir peut-être allumé une petite étincelle chez certains de nos participants à vouloir s'engager en coopération volontaire. Si donc vous souhaitez vous engager au sein du programme de coopération volontaire de l'IBCR, nous avons quelques mandats de volontariat disponibles dans plusieurs régions et pays, présentement en Amérique latine, au Burkina Faso, à Madagascar et en Tunisie. Pour en savoir plus, je vous invite à visiter notre site web. Si vous avez apprécié le webinaire, nous vous invitons également à soutenir notre action en répondant à un court sondage que vous allez retrouver tout de suite dans le clavardage et que vous allez également recevoir par courriel. Votre opinion compte pour nous. Donc, ça serait vraiment très apprécié de remplir ce sondage. Je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et à vous abonner à notre infolette pour suivre nos activités et nos prochains événements. Au nom du Bureau international des droits des enfants, je voudrais souligner l'immense valeur de l'engagement des 3 coopérantes avec qui nous avons eu l'honneur de passer la dernière heure. Votre dévouement incarne vraiment beaucoup l'engagement collectif à faire des droits de l'enfant une réalité et votre contribution au PCV est vraiment inestimable. Donc, merci infiniment pour votre temps aujourd'hui et aussi aux participants qui étaient avec nous aujourd'hui, puis au plaisir de vous retrouver très bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Et au revoir, peut-être à bientôt Au à revoir. Madagascar. Au revoir.